détails technico-pratiques. Et donc, j'en viens à la présentation de cette conférence qui s'intitule aujourd'hui « Scandale à l'Université Paris-Descartes et mes usages des coordonnées à la science ». Donc, c'est toute la question du don du corps qui va être abordée à partir de cet exemple de ce qu'on a appelé le charnier de Paris-Descartes, parce qu'effectivement, à la plateforme, on s'intéresse à la fin de vie, mais aussi de ce qui peut se passer après, tout ce qui tourne autour de la mort et notamment du traitement des corps morts. Donc, c'est un sujet qu'on avait peu investigué jusqu'à maintenant et qui, pour autant, nous intéresse. Donc, cette conférence est vraiment l'occasion de s'intéresser à ce sujet, de le partager à la communauté scientifique. Donc, on va entendre deux intervenantes. Valérie Robin-Azevedo, qui est professeure d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université Paris-Descartes, qui est membre de l'URMIS, qui est responsable scientifique du programme de recherche ANR transfunéraire et qui a notamment publié en 2020 Immatérialité de la mort aux éditions CNRS. Et puis, Clara Duterme, qui est ingénieure de recherche en anthropologie sociale à Aix-Marseille Université, laboratoire à l'UMR ADES, et qui est gestionnaire du programme de recherche ANR transfunéraire. Donc voilà, je vous laisse la parole. Vous pouvez bien évidemment vous présenter avec plus de détails que je viens de le faire, et on vous laisse la parole pour 30-35 minutes pour pouvoir laisser derrière le temps aux questions s'il y en a et à une discussion. Voilà, merci beaucoup. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation et on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup et merci pour cette invitation de venir parler de ces... Oula, j'ai un écho. Hop, voilà, je pense que ça va aller mieux. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais peut-être dire juste deux mots avant de commencer sur le programme de recherche transfunéraire où nous travaillons ensemble, Valérie et moi, qui est un programme financé par l'ANR qui travaille sur les funérailles collectives dans les contextes post-violence de masse en Europe et en Amérique latine. Et Valérie Robin dirige donc coordonne ce programme et en dirige la partie Amérique latine. Il y a des questions évidemment que nous traitons dans le cadre du programme transfunéraire qui viennent croiser en fait cette recherche que nous avons fait sur le centre du don des corps et les thématiques dont on va parler aujourd'hui. Donc on sera peut-être amené à réaborder ces questions dans la discussion. Mais sans plus tarder, je vais moi commencer donc la présentation. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur cette recherche ethnographique que nous avons menée donc au Centre du don des corps de Paris-Descartes, donc un lieu qui reçoit les corps que des individus de leur vivant ont choisi de donner à la science. Je vais évoquer ici le parcours matériel de ces corps, le traitement technique et scientifique dont ils font l'objet, et un parcours qui est aussi symbolique parce qu'on voit des transformations sur les représentations de ces corps et un parcours qui constitue aussi une modalité funéraire. Le don du corps à la science est une modalité funéraire spécifique, mais une modalité funéraire qui peut créer un hiatus en fait avec les familles, les proches des gens qui ont fait don du corps à la science. Et je passerai la parole à Valérie pour aborder les enjeux liés à ces questions. Alors, concernant la recherche, nous l'avons menée à trois, Valérie Robin, Jennifer Laurin et moi-même. Nous sommes toutes les trois anthropologues et donc c'est à partir de ce point de vue, le regard propre à cette discipline que nous avons abordé cet objet. Et c'est peut-être intéressant de dire deux mots de comment nous en sommes venus à faire cette enquête. Donc Valérie est professeure d'anthropologie à ce qui était à l'époque l'université Paris-Descartes, qui s'appelle aujourd'hui Paris-Cité. Et elle a en fait été sollicitée par une personne qui travaillait à l'administration dans l'université au sujet d'un blocage qu'il rencontrait lié au centre du don des corps parce qu'en fait on voulait déplacer l'animalerie pour partager des locaux avec le centre du don des corps et ça s'est heurté à un refus très net des personnes qui ne voulaient pas en fait travailler en proximité avec le don des corps, qui ne voulaient pas y toucher en fait. Et donc ici on voit qu'il y a une perception très liée au fait de travailler en proximité avec les corps morts, quelque chose qui relève de la souillure, qui est un enjeu hautement anthropologique, d'où la sollicitation de Valérie
pour s'intéresser à ces questions, et elle s'est rendue compte qu'il y avait là quelque chose d'intéressant à questionner, à analyser. Et nous a donc proposé de monter un projet de recherche, ce que nous avons fait donc avec ma collègue Jennifer Laurin, qui a été financé par la Fondation des services funéraires de la ville de Paris, et que nous avons commencé quelques mois avant le scandale en fait qui a touché le centre du don des corps et dont vous avez sans doute entendu parler. Notre approche, elle concernait en 2 mots la cohabitation, parce que ce centre du don des corps présente la particularité d'être installé en fait au cœur de l'université, au 5e étage du bâtiment rue des Saints-Pères. Et donc en fait, il y a une cohabitation entre des médecins, des étudiants en médecine, des anatomistes et des employés de l'université, des étudiants en sciences sociales qui occasionnellement peuvent être confrontés à la vue ou voire même dans certains cas aux odeurs des corps morts qui circulent dans les locaux. Donc c'était un de nos points d'intérêt. Alors, en débutant cette recherche avant le scandale du don des corps, nous nous sommes intéressés au fonctionnement ordinaire du centre. Et nous sommes attachés à décrire les usages, les traitements des corps et leur circulation au sein de l'université. Alors, le CDC, donc le Centre du don des corps, travaille sur des corps frais, c'est-à-dire non embaumés. Excusez-moi, voilà, non embaumés, donc pour essayer de travailler sur des corps qui ressemblent le plus possible à des corps vivants. Ces corps, en fait, donc sont ceux d'individus qui ont fait le choix de donner leur corps à la science, qui décèdent avec une carte de donneur, et à ce moment-là, ils sont transportés depuis leur lieu de décès, la plupart du temps, il s'agit d'EHPAD ou d'hôpitaux, vers le CDC, par des transporteurs spécialisés. Et c'est un transport qui peut parfois être très rapide, puisqu'il ne peut pas s'écouler plus de 72 heures entre le décès et son arrivée au centre. C'est une rapidité d'exécution qui peut créer des tensions avec les familles. Valérie reviendra peut-être sur cette question. Donc le corps arrive au CDC sur une civière recouvert d'un drap housse. Il est amené dans le monte-personne, donc un ascenseur spécialisé, qui l'emmène au 5e étage, au centre du don des corps. Et il devient un sujet anatomique, c'est la désignation, des corps humains utilisés pour le travail de dissection, entre autres. Le vocabulaire employé n'est pas anodin puisqu'il renvoie finalement à des transformations qui sont à la fois matérielles et symboliques que le corps va subir. Il va passer en fait par un processus de réification, donc de chosification, par différentes étapes. Dans un premier temps, c'est une anonymisation du corps. Dès le transport, le corps perd son nom. Il est remplacé par un numéro qui l'identifie pour respecter l'anonymat des corps. Qui va être tatoué, c'est-à-dire inscrit au feutre sur le corps pour permettre de l'identifier. Le corps est dénudé, il va être préparé, c'est-à-dire testé pour détecter une éventuelle maladie sexuellement transmissible qui interdirait son usage. Il va être préparé, donc on va aussi éventuellement l'opérer pour enlever des éléments comme les pacemakers. Il est finalement observé, évalué pour en déterminer l'état de conservation, les cicatrices, les marques, évaluer à quoi il peut servir finalement. Et on lui appose un bracelet avec son identification. Alors le corps est aussi réfrigéré pour être conservé. Donc ce corps devenu sujet anatomique, il peut ensuite être morcelé, c'est-à-dire séparés en ce qu'on appelle des pièces anatomiques, donc des morceaux de corps qui sont utilisés pour répondre aux besoins des différents professionnels de santé. Par exemple, en dentisterie, ils vont utiliser que les têtes, pas le corps entier. C'est pour cette raison que le corps est morcelé. Et donc, on voit qu'avec ces différentes étapes, il y a un effacement progressif de l'identité du corps et de son intégrité, notamment avec ce morcellement. C'est un processus qui va s'accentuer au moment de la dissection elle-même, puisque quand le corps est amené dans les lieux pour être disséqué par les anatomistes, il va se produire une opération de sélection entre des éléments qui sont considérés comme des déchets qui vont partir avec les déchets anatomiques et des éléments qui vont rester avec le corps et qui finalement auront une destination différente,
les déchets anatomiques partent dans des poubelles spéciales pour les déchets biologiques, tandis que ce qui est considéré comme faisant toujours partie du corps va être envoyé pour sa destination finale au Père-Lachaise pour être crématisé. Et donc, en quittant le centre du don des corps, les corps ou pièces anatomiques sont placés dans des cercueils, et ils réintègrent en fait à ce moment-là un statut de dépouille humaine et des modalités funéraires qui s'inscrivent dans un registre plus ordinaire, puisque la crémation, c'est aujourd'hui une modalité funéraire relativement courante. Toutefois, la question de l'anonymat du corps et de son intégrité physique demeure, puisque le corps va être envoyé, puisque dans certains cas, les corps ont été divisés en pièces anatomiques, ça veut dire qu'on va se retrouver devant des crémations qui ont lieu en plusieurs étapes. Ce n'est pas l'ensemble du corps qui est crématisé en une seule fois. Et à ce moment-là, se pose la question de qu'est-ce qui vaut pour le corps. Alors, la réponse qui est apportée à ça, ça a été de désigner essentiellement le buste. Au moment où le buste est envoyé à la crémation, on considère que le corps a été crématisé. On garde alors, si les familles à ce moment-là sont normalement averties après la crémation, l'anonymat demeure, puisque les cendres en fait de l'ensemble des personnes qui ont fait don de leur corps à la science et qui ont été crématisées au Père-Lachaise sont dispersées de façon collective dans un lieu dédié au cimetière de Thiers. Donc, on garde en fait cet anonymat. Donc, on se retrouve face à un parcours des corps où il y a vraiment une ambivalence entre le traitement funéraire, c'est-à-dire l'accompagnement rituel qui accompagne les êtres humains après leur mort, et le traitement mortuaire, c'est-à-dire la prise en charge technique des corps morts. On peut penser à leur stockage, leur déplacement, et ici, les manipulations et les découpages dont ils peuvent faire l'objet. Et donc, le travail qui est mené par les préparateurs, c'est-à-dire les petites mains qui vont accompagner les anatomistes, les chirurgiens, les médecins, et par ces médecins, on est clairement dans le traitement mortuaire. Il n'y a pas d'accompagnement rituel à ces gestes techniques. Et on le sait, cela donne assez souvent lieu à des pratiques de distanciation pour les médecins ou les travailleurs du funéraire. Je pense qu'on a tous entendu parler des blagues de carabin, de l'humour ou des blagues potaches ou des séances de bizutage qui amènent à se confronter de façon très très directe à ce que la mort peut avoir de choquant ou de dégoûtant, et qui sont aussi des manières de se distancier en fait d'avec l'humanité des corps. Mais à côté de ça, le centre du don des corps a aussi la charge d'un processus funéraire, puisque le don des corps est une modalité funéraire, mais qui s'éloigne ici des modalités que nous considérons comme habituelles. Alors, ces modalités funéraires, il s'agit d'un choix individuel des donneurs. Le travail de notre collègue Julien Bernard a montré, lui il a travaillé auprès des gens qui pensaient faire don de leur corps à la science. Il a montré en fait que les donneurs souvent ne s'intéressent pas beaucoup aux rites funéraires ou prennent de la distance avec les rites funéraires, qu'ils considèrent comme inutiles, voire un peu hypocrites. Mais ça, c'est un choix individuel qui, du coup, ne va pas impliquer la communauté des proches ou la communauté familiale, et qui peuvent parfois ne pas être d'accord avec ce choix. Alors, anthropologiquement parlant, on peut replacer cette modalité funéraire à l'exemple d'autres modalités qui nous sont proches ou plus lointaines. On peut penser par exemple au fœtus humain issu d'interruptions de grossesse qui, à une époque pas si lointaine que ça, étaient considérés et traités comme des déchets anatomiques et donc partaient à l'incinérateur et pas au crématorium. Et il y a eu un bouleversement de cette perception, notamment dans les années 90, où on a mis en place beaucoup d'accompagnement et de rites pour ces fœtus humains. De façon plus éloignée de nous aussi, on peut penser à une modalité funéraire mongole traditionnelle, là où en fait le fait de laisser les corps à même le sol pour être dévorés par des charognards était considéré comme la modalité funéraire
légitime et respectueuse des corps. Donc, dans les modalités funéraires, il peut y avoir des variations. C'est quelque chose qu'on sait très bien en anthropologie. Mais ici, nous avons un hiatus, en fait, entre éventuellement la perception des familles et des proches et celle des médecins et, dans une certaine mesure, des donneurs. Voilà. Alors, c'est un écart de perception qui, évidemment, a été amplifié, rendu extrêmement visible au moment du scandale, parce que le scandale a dévoilé des pratiques qui allaient au-delà des pratiques ordinaires et qui allaient au-delà de la légalité, hein, des dégradations des corps extrêmement importantes, hein, des corps qui n'étaient pas bien conservés, qui étaient pourris, voire qui étaient amenés à être dévorés par des souris, enfin des choses vraiment, des formes très extrêmes en fait de déshumanisation des corps, qui sont vraiment renvoyées du côté non pas de l'humanité, mais de la viande, voire de la marchandise, si on pense aux pratiques de vente. Et évidemment, donc, ces scandales ont soulevé beaucoup d'indignation. Valérie va y revenir. Mais juste avant de lui passer la parole, je voudrais juste terminer en soulignant que, avant même le scandale, on se trouve face à certaines pratiques ordinaires, notamment le morcellement des corps, l'atteinte à l'intégrité et des modalités funéraires qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'un certain nombre de familles considèrent comme respectueuses. Donc, dans ces pratiques ordinaires, on a déjà des écarts, en fait, vis-à-vis des perceptions familiales, qui sont considérées, donc, ces modalités sont considérées comme inadéquates. Et du coup, Valérie, je te passe la parole pour aborder ces enjeux-là. Oui, bonjour, merci Clara. Bonjour à toutes et à tous. Désolée, j'ai un souci donc de caméra, donc je serai sans caméra, mais voilà, Clara restera visible au moins pour nous. Oui, je vais rebondir donc en fait sur l'intervention de Clara. En revenant effectivement sur le hiatus qui existe à la fois pour les familles par rapport à cette situation de don du corps à la science, non seulement en fait avec leurs propres parents hein, qui a décidé de donner son corps, mais aussi par rapport bien sûr aux médecins et par rapport à l'institution, avant même en réalité la question du scandale, puis nous reviendrons sur cette question en particulier. Si effectivement, comme le rappelait Clara tout à l'heure, Julien Bernard avait souligné effectivement que pour les donneurs de leur corps à la science, il y avait une forme d'indifférence effectivement par rapport au rite funéraire traditionnel. Il n'empêche que ce n'est effectivement pas forcément le point de vue des familles. Et au niveau des modalités du processus funéraire associé au don des corps, donc je précise en dehors même du contexte du scandale médiatique, ces modalités du processus funéraire sont souvent critiquées par les familles des donneurs qui les ressentent donc comme une forme de violence symbolique majeure, du fait aussi, par exemple, de l'absence d'informations sur le devenir des corps, et bien sûr dans l'absence de rituels. Mais en réalité, c'est un problème qui va souvent les opposer avec leurs parents d'honneur lorsqu'ils sont encore vivants, hein, sur des disputes qui vont parfois les opposer à leurs descendants, qui ne comprennent pas en fait cette démarche. Du coup, c'est vrai que l'absence du corps et l'incertitude quant à son devenir posthume peuvent être perçus par certaines familles de donneurs comme une source de tourment qui rendrait plus difficile en fait leur deuil et qui induirait justement à matérialiser le défunt par un autre procédé symbolique. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que bien avant le scandale du don des corps de Paris Descartes, des cérémonies collectives destinées en fait aux parents de donneurs ont commencé à être organisées au cimetière du Père-Lachaise, donc le lieu où seront crématisés les corps après leur usage au sein du CDC. Donc des cérémonies en fait qui ont été mises en œuvre à l'initiative au départ de la Fondation des services funéraires de la ville de Paris, deux fois par an, et auxquelles en fait l'administratrice d'ailleurs du centre du don des corps de Paris Descartes y participait. À ce moment-là, dans ces cérémonies, effectivement, le défunt dont la dépouille est absente, mais est matérialisé malgré tout de deux façons complémentaires. D'abord, le nom du défunt qui a donné son corps est énoncé par l'un de ses proches au micro, et puis on allume une bougie en son nom sur l'une des marches intérieures du crématorium, aux côtés de nombreuses autres bougies de donneurs, qui est visiblement une cérémonie qui semblait
constituait une forme d'apaisement et qui était extrêmement bien reçue par les familles. Alors, pour en revenir un instant donc à cette question du scandale, bon, effectivement, le scandale en fait médiatique a mis au jour en réalité un certain nombre de problèmes liés au fonctionnement et à la gestion problématique du Centre du don des corps, notamment avec par exemple la question de frigos défaillants, puisqu'en fait il s'agit quand même d'installations qui datent des années 50, depuis la création du Centre du don des corps et qui n'avaient jamais été véritablement restaurées, voilà. Donc, des frigos qui parfois tombaient en panne, des souris qui pouvaient entrer dans les frigos, et donc où il y a eu effectivement des corps qui ont été grignotés par ces animaux. Donc, avec le scandale médiatique, en fait, les familles se sont retrouvées projetées au cœur d'une vision et d'un imaginaire d'horreur quant au destin de la dépouille de leur être cher. Et ces révélations les ont, selon les mots de plusieurs d'entre eux, parce que nous n'avons pas fait des enquêtes à proprement parler auprès des familles, mais nous nous sommes intéressés en fait aux témoignages qui se sont multipliés justement dans la presse à la suite du scandale. Et ce qui ressortait de la plupart d'entre eux, c'était qu'ils s'étaient retrouvés, dans une certaine mesure, replongés dans un processus de deuil, un second deuil, qui avait suscité à la fois de la colère, de l'indignation et un chagrin immense. Et ce qui est malgré tout intéressant à noter, c'est que alors que les familles jusque-là étaient quand même largement absentes, voire totalement même absentes du protocole du don des corps, elles ont, dans le cadre de ce scandale, investi le devant de la scène médiatique et demandé depuis donc des comptes en se positionnant pour faire entendre non seulement leur voix en tant que famille, mais aussi celle des donneurs, dont elles se sont faites évidemment les porte-paroles. Alors, nombre d'articles de presse se sont en fait focalisés sur les entretiens des proches des donneurs, notamment parce que l'institution de l'université en fait ne donnait pas réponse aux médias. Et donc, en mettant l'accent sur cette réification du corps dont a parlé Clara tout à l'heure, et surtout en insistant sur la négation de l'humanité même des corps à travers des usages perçus comme indécents et non éthiques. Ce discours insiste en fait sur le traitement indigne infligé à ces corps, un sort qui est souvent comparé en fait à celui réservé aux animaux. Et on note alors effectivement que les familles, bien sûr, n'envisagent pas le corps d'un proche comme le font les professionnels de santé, qui ont, eux, évidemment, un tout autre contact avec ces corps qu'ils utilisent à des fins médicales. C'est-à-dire qu'au-delà même de la question du scandale, l'usage qui est fait et la réification du corps pose problème évidemment aux familles. Et on revient ici à l'importance donc de ce parcours de transformation réelle et symbolique dont a parlé justement Clara tout à l'heure. Pourtant, pour les préparateurs, il y a ce processus nécessaire au geste technique en fait de réification qui sera aussi celui des médecins. Il n'empêche que bien sûr, du point de vue des familles, ces êtres chers n'ont pas changé de statut, je le disais, d'autant qu'ils ont fait don du corps à la science. Et cette question du don est absolument cruciale. Et il est clair que les modalités du traitement posthume du corps qu'implique le don ne sont pas discutées par le donneur et le personnel du centre du corps, mais comme le souligne effectivement Julien Bernard, évoqué par Clara, en fait, dans un certain nombre de cas, il est possible qu'en réalité, le donneur ne souhaite pas savoir ce que sera concrètement fait avec son corps une fois décédé et une fois qu'il sera sur la table de dissection. Et il est probable aussi que cela ne prédispose pas non plus les familles des donneurs à imaginer la manipulation qui concrètement va être opérée sur le corps de leur être cher, car on n'en parle pas, mais on n'en parle pas parce qu'on ne voulait pas en parler. Or, ce que fait le scandale, et c'est là, je dirais, sa dimension performative, c'est qu'il va donner à voir ce qui a toujours été occulté et ce qui devait en réalité rester occulté, car les familles, d'abord, n'ont pas à en être informées, mais ne doivent pas l'être, car au-delà de la difficulté de se projeter dans une salle de dissection, du point de vue légal et contractuel, je rappelle que la relation, en fait, ne lie que le donneur avec l'institution du centre du don des corps. Et à la suite de l'article qui fait éclater le scandale, et on commence à parler effectivement de charnier, en fait c'est même l'appellation qui a été donnée par la donneuse d'alerte qui en réalité
a été l'administratrice du Centre du don des corps, je n'ai pas le temps d'en parler ici pour l'instant, on pourra en reparler après, c'est que les donneurs sont passés du statut d'être chers pour leur famille, celles qui ont donné leur corps à la science, au statut de victime. Et pour ses proches, le donneur, non seulement bien sûr reste un parent, mais une fois décédé, son corps n'est à aucun moment, je le rappelle, j'insiste, mais appréhendé au prisme du processus de réification qui, sur un plan technique et scientifique, je le rappelle, au-delà même des questions sanitaires problématiques, est une nécessité. Et dans les témoignages en fait, des familles, l'utilisation récurrente de ce terme de victime et les demandes d'informations en fait, répétées de la part des familles sur le traitement post-mortem des corps et de leurs proches, on voit comment se manifeste le souhait de connaître précisément le destin des corps des donneurs ou des quelques morceaux de corps. Et cette demande, en fait, est tout à fait récente. En fait, cette demande ne se posait tout simplement pas il y a quelques années encore. Et je pourrais évoquer, par exemple, le fait que, par-delà le scandale, cette question aussi du pourrissement du corps, en fait, cette question du pourrissement du corps, puisque comme le disait Clara, on parle de travail fait par les anatomistes ou par les médecins qui sont des traitements sur des corps frais, c'est-à-dire en fait des corps qui sont pris dans un processus de thanatomorphose, c'est-à-dire c'est l'une des contraintes de cette dissection sur corps frais où en fait le corps se décompose très vite. Mais pour les familles, c'est quelque chose d'assez terrible de se projeter dans la visualisation, si vous voulez, d'un corps qui se défait, voire d'un corps, comme l'avait évoqué Clara, effectivement, qui va être découpé en morceaux. Parce que c'est une offense, effectivement, à l'intégrité du corps et à ce que les familles perçoivent comme étant une offense aussi à la dignité, finalement, du donneur. Donc, en réalité, on voit aussi se dessiner une sorte d'imaginaire idéalisé de la part des familles sur la façon dont seraient censés être traités les corps de leurs défunts donneurs, c'est-à-dire étudiés entiers, ressemblant quelque part aux corps embaumés qu'ils ont pu observer lors de funérailles ordinaires. Et il est clair que cette représentation a été violemment mise à mal par la réalité décrite dans l'article sorti dans l'Express, qui met au jour en fait un travail, et je mets toutes les guillemets, sur les corps, qui est le travail propre à la dissection et qui en réalité s'avère absolument insoutenable à envisager évidemment pour les familles. Cependant, je dirais que bien que ne participant pas à la décision sur le don des corps, les familles considèrent qu'elles en, et ça a été clairement mis au jour avec le scandale, considèrent qu'elles en subissent les conséquences et elles exigent désormais d'être intégrées dans le processus sur les conditions ordinaires du traitement du corps et la volonté aussi d'avoir plus de renseignements sur ce qui est fait de ce corps par rapport à la donation du corps à la science. Et effectivement, les familles évoquent de façon très régulière la question du deuil parfois qualifié difficile, voire de ce qui est parfois qualifié même de disparition du corps, en lien avec ce peu d'informations sur le cheminement, sur la sortie du centre de ces corps dont les familles sont parfois mal informées ou pas informées selon ce qu'elles disaient dans la presse. Du coup, l'intérêt médiatique pour le centre du don des corps de Paris Descartes a peut-être paradoxalement aussi rendu possible la légitimation de demandes individuelles récentes à une demande collective et publique, en fait, de prise en compte de la douleur des familles des donneurs. Et peut-être pour finir, je rappellerai aussi que les enjeux donc, du deuil des proches n'étaient pas non plus totalement absents avant le scandale. Je vous ai évoqué la question des cérémonies qui avaient lieu au Père-Lachaise et qui étaient destinées aux familles.
Et il est clair que lorsqu'il y a eu le scandale, les familles se sont présentées en fait devant l'université avec un certain nombre de pancartes blanches sur lesquelles figuraient justement des photos de leurs défunts avec le nom, l'âge au moment du décès, et qui étaient accompagnés par les mots a donné son corps à la science à telle date, mais quel sort lui a-t-il été réservé? C'est-à-dire qu'on voit, à la différence de ce qu'évoquait Clara sur le processus de déshumanisation et de réification des corps quand ils rentrent dans la salle de dissection et au centre du don du corps, cette volonté en fait de la part des familles de réindividualiser et réhumaniser le donneur que ses proches cherchent justement à faire sortir de l'oubli en donnant un visage justement à ce qui était devenu des sujets ou des pièces anatomiques. Et donc, on se rend compte, et je finirai peut-être là-dessus, que la pratique du don de son corps à la science après son décès, on sait que c'est quelque chose d'assez récent hein, dans l'histoire de la médecine française, qui a aussi radicalement changé, finalement, transformé, je dirais, les enjeux éthiques aussi qui sont associés à la pratique de la dissection, puisque les corps sur lesquels sont réalisées les dissections, auparavant, il s'agissait d'individus qui étaient socialement exclus, considérés comme en dette vis-à-vis de la société, alors qu'aujourd'hui, ce sont ceux des donneurs volontaires. Donc, la transition montre qu'effectivement, aujourd'hui, on a une inversion, c'est-à-dire que c'est la médecine qui est censée être débitrice quelque part justement de ces personnes et du coup pour les familles, elles-mêmes aussi sont en attente d'un traitement jugé digne pour ces corps. Et du coup, si au cours des dernières années, je finis vraiment là-dessus, si au cours des 30 dernières années, un certain nombre d'aspects de la pratique médicale, justement en soins palliatifs, dons d'organes, ont fait l'objet de nombreux débats autour de l'éthique médicale, cela n'a pas été le cas du don du corps à la science. Et les questions que soulève cette pratique n'avaient pas été intégrées au débat récent et aux enjeux relatifs aux questions bioéthiques, du moins jusqu'à la question du scandale. Et les révélations journalistiques, quelque part, hein, sur cette gestion considérée comme totalement indigne des corps au sein du CDC de Paris-Descartes, ont eu pour conséquence l'inscription immédiate de propositions justement d'amendement au sein de la loi sur la bioéthique, dont la relecture concerne précisément, notamment, la gestion des centres des corps au sein du don des corps. Voilà. Merci, excusez-moi, j'ai un peu dépassé. Merci beaucoup, c'était très très clair. Alors on a un petit peu de temps encore et on n'a pas pour l'instant encore de questions dans le chat. Donc pour les participants, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et puis je vais les relayer à nos deux intervenantes. Comme on a un petit peu de temps, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces amendements à la loi de bioéthique et du coup les répercussions de ce scandale-là et quels changements peut-être ont été mis en place dans les CDC, dans les centres de don des corps. Et puis aussi peut-être rappeler pour les participants qu'il n'y a pas qu'un centre du don du corps en France, hein, il y en a peut-être une trentaine, une vingtaine, quelque chose comme ça en France. Et du coup, mon autre question aussi, c'était ça, c'est de savoir quelle était la répercussion de ce qui s'est passé à Paris, au CDC de Paris-Descartes pour les autres centres, ou s'il y a eu aussi peut-être des situations similaires dans d'autres centres en France. Valérie, je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour répondre. Vas-y Clara, si tu veux, je compléterai si tu préfères. Ok. Concernant, ma réponse ne va pas être très complète ni très précise. Alors, concernant les amendements, on est encore un peu tôt, je pense, pour que quoi que ce soit ait changé. Concernant les répercussions, bien évidemment, on n'a pas fait d'enquête dans les autres centres du don des corps et notre enquête au CDC s'est achevée assez brutalement avec l'arrivée du scandale puisque le centre a immédiatement complètement fermé ses portes, arrêté ses activités et aujourd'hui, il a été annoncé qu'il ne réouvrira plus. Mais dans les
les réactions médiatiques, si vous voulez, il y a eu des discours de distanciation, en fait, de la part des autres centres ou des médecins, en disant en quelque sorte ce qui se passe à Paris Descartes, c'est propre à Paris Descartes, ces conditions sont scandaleuses, etc., etc. Ce qui, bon, à la fois, j'espère bien que le matériel n'est pas aussi dans un état de délabrement aussi avancé dans les autres sens, dans les autres centres, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même si vous voulez, un repli des médecins vers ils essaient de se distancier symboliquement le plus possible de ces pratiques qui sont dénoncées comme étant tout à fait scandaleuses et des atteintes à la dignité, mais que c'est, comment dire, en partie du discours médiatique dans le sens où, de fait, comme on a essayé de le montrer ici, entre ce que les médecins considèrent comme des pratiques acceptables et ce que les familles considèrent comme des pratiques acceptables, il y a un écart qui est dans la négociation de qu'est-ce qu'on considère du respect au don du corps, qu'est-ce qu'on considère que des proches ont à savoir. Ce n'est pas un écart qu'on trouve que dans les choses touchant au don du corps. C'est aussi des questions qu'on peut retrouver dans le travail des préparateurs funéraires, qui font des choses dont ils n'informent pas les familles ou qui considèrent même que leur travail est de rendre visible et acceptable le mort pour les familles. Donc là-dedans, on a aussi quelque chose c'est notre travail de rendre les choses présentables aux familles. Et peut-être, comme le disait Valérie, hein, est-il mieux qu'elle n'ait pas à savoir. Je ne sais pas si tu as plus d'informations que tu veux compléter, Valérie. Non, peut-être juste sur la question de l'évolution sur la bioéthique, je renvoie, là je l'ai mis dans le chat, à l'article de Lisa Carayon, en fait, qui est juriste et qui s'intéresse justement à la question du don des corps à la science et qui a travaillé aussi sur le destin posthume aussi par rapport au fœtus précisément dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc… non, concernant cette… après, voilà, moi, je n'ai pas suivi de près. On a cette collègue qui travaille, qui est juriste et qui travaille sur ces questions de bioéthique. Sinon, oui, disons que la singularité, en fait, de Paris Descartes, c'est probablement un cas, évidemment, assez extrême. La singularité de ce centre, c'était que c'est quand même le plus grand centre de France et le plus grand d'Europe, hein. C'est-à-dire qu'il recevait à peu près en moyenne entre 500 et 600 corps par an, hein, ce qui est absolument énorme, et que c'est probablement justement enfin bon, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer effectivement comment il y a eu probablement une dégradation particulière de ce centre, mais qui effectivement, comme le dit Clara, est-ce que véritablement jusque-là, il y avait un traitement si différencié d'autres centres. Là, je ne sais pas, il faudrait effectivement pouvoir… bon, c'est peut-être plus ambigu que cela, quoi. Mais voilà. Ok. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc je vais les prendre à rebours. Alors, une première question. Avez-vous des chiffres sur la proportion de personnes qui ont exercé le métier de médecin ou de préparateur et qui donnent leur corps à la science, sachant qu'ils connaissent… Ah, j'ai perdu la question. Sachant qu'ils connaissent les pratiques, sont-ils sur ou sous-représentés? C'est vrai que ça peut être une question intéressante, c'est quand on sait comment se passe ce parcours, est-ce que les personnes qui le connaissent ou qui le pratiquent, à savoir donc des médecins et des préparateurs, eux-mêmes donnent leur corps à la science ou pas? Je ne sais pas s'il y a des données existantes sur cette question-là. Je ne sais pas s'il y a des données. Moi, je sais qu'il y a des médecins qui ont donné leur corps. On nous a évoqué un certain nombre de médecins qui donnaient leur corps à la science, mais qui n'ont probablement, et je pense en lien aussi avec le fait que la question de la réification du corps et l'usage du corps à des fins médicales et scientifiques, là, pour le coup, eux, ça ne les choque pas particulièrement parce qu'ils en font la source d'une connaissance ou la source d'un rituel d'institution qui fait que, voilà, on en est du corps médical quand on pratique la dissection. Voilà, ça, c'est aussi une autre dimension qu'on n'a pas du tout traitée. Donc, c'est pas du tout illogique. Après, il y a aussi d'autres personnes, mais pas forcément des médecins, qui disent vu ce qui se passe, mon corps à la science. Mais en réalité,
c'est aussi une des raisons qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que un certain nombre de personnes qui donnent leur corps à la science ne veulent pas savoir exactement ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'il y avait le hiatus avec les familles qui disent si, il faut qu'on sache exactement ce qu'ils vont faire avec leur corps. Et les donneurs disent ben non, en fait, j'ai pas forcément envie de savoir. Effectivement, une fois dans la table de dissection, ben oui, on va m'ouvrir le ventre, etc. Enfin, donc voilà, en fait, c'est cette projection aussi imaginaire sur ce qui va se passer qui là est devenu visible avec le scandale, qui est absolument insupportable effectivement pour les familles. Et donc évidemment que le donneur très certainement, enfin moi j'ai discuté avec quelques personnes en dehors même de l'enquête elle-même, mais par rapport à cette question qui évoquait, mais non, je n'ai pas envie de savoir ce qui va s'y passer. Clara, tu veux peut-être rebondir là-dessus? Oui, en fait, on n'a pas beaucoup de données là-dessus, mais le travail de Julien Bernard, il souligne qu'effectivement, il y a pas mal de médecins parmi les gens qui donnent leur corps à la science. Et surtout, il y a des gens qui, Valérie parlait de la question de la dette tout à l'heure, il y a surtout des gens qui quelque part considèrent dans leur vie qu'ils ont une dette vis-à-vis de la médecine. Donc des gens qui ont souffert de maladies, des gens qui ont été soignés, voilà. Donc il y a cet enjeu-là en fait. Mais effectivement, je pense qu'il faut bien distinguer dans ce don du corps la position des proches et la position du donneur lui-même. Parce que souvent, le donneur, pour le dire de façon très simple, considère qu'une fois qu'on est mort, on est mort, et ce qui arrive au corps, c'est plus son problème. Voilà. Et donc, en fait, c'est des gens qui ne mettent pas beaucoup d'importance dans les rituels funéraires, mais encore une fois, le deuil, ça a aussi une dimension sociale, et donc c'est l'entourage, et notamment l'entourage familial, qui peut éventuellement souffrir de cette absence déjà du corps, puisqu'il est enlevé très vite, et de rites qui vont entourer le passage du corps, quoi, les funérailles. Là, je vois dans le chat Michel Dufour qui dit « Un patient âgé et donneur m'a dit que sa famille était contre, mais qu'il s'en fichait, car il ferait mieux, disait-il, de s'occuper de moi pendant que je suis encore vivant. » Ça rejoint tout à fait le discours recueilli par Julien Bernard, des gens qui disent, c'est ce que je soulignais avec l'hypocrisie, ils disent « Oui, ils viendront à mon enterrement, mais ils ne s'occupent pas de moi de mon vivant. » Donc, en fait, les rites funéraires, ça ne m'intéresse pas. Il y a des discours comme ça de la part des donneurs. Merci. Dans le chat, on a aussi une précision sur la question de qui donne son corps à la science. C'est Sarah Piazza qui dit il y a une tradition médicale, les premiers anatomistes liaient, entre guillemets, leurs corps respectifs pour avoir des corps, pour avancer dans leurs connaissances, mais ça date des 17e et 18e siècles. Pour repréciser aussi les choses très rapidement, parce que pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose, je vois dans le chat une question qui est posée concernant le don d'organes, en disant faut-il être toujours donneur volontaire? Est-ce qu'il n'y a pas une loi expliquant que sans opposition, le prélèvement sur le corps est possible? Donc là, on parle bien aujourd'hui on parle pas du don d'organes, on parle du don du corps à la science, ce qui est deux choses différentes et qu'en termes justement de démarche volontaire est complètement différente. Il faut peut-être juste rappeler qu'effectivement, pour donner son corps à la science, il y a des démarches. C'est une démarche individuelle et il faut effectivement que la personne soit volontaire, sinon en aucun cas, ce n'est possible. Et quelle est sa carte? Oui, il faut qu'elle soit non seulement volontaire, quelle est sa carte, et surtout qu'effectivement, là, il y a aussi c'est là où la famille, à ce moment-là, doit remettre la carte, enfin, je veux dire, doit prévenir effectivement, puisque la personne, doit prévenir, donc comme le disait Clara, dans un délai assez court pour que le corps puisse être récupéré. Hein, donc, il faut qu'il y ait aussi, malgré tout, un accord tacite avec les familles, même s'il y a eu dispute auparavant par rapport à cet acte de donation. Alors, je regarde les questions. Alors, je vais lire celle d'Armel qui dit bonjour. Quand dans un couple, l'une des personnes veut donner son corps à la science, mais que l'autre refuse, car elle n'aura, entre guillemets, rien de précis pour faire son deuil, entre parenthèses, des cendres en vue d'une dispersion en famille, sans savoir quelle partie du corps est dans les cendres, pourquoi ne pas envisager une gestion différente? Cela peut être plus compliqué, mais permettrait, entre guillemets, d'avoir plus de corps à disposition, ce qui est mieux que quasiment pas de corps. Est-ce que ça vous parle comme question? Pour moi, je ne suis pas sûre de… Oui. Pardon, vas-y Valérie. Vas-y Clara, je t'en prie, vas-y.
Non, oui, en fait, là, on a présenté le cas du centre du don des corps de Paris-Descartes, qui a effectivement, comme on le disait, les cendres sont dispersées de manière anonyme au cimetière de Thiais. Ce n'est pas le cas de tous les endroits où il y a don des corps. Effectivement, quand une personne fait le choix de donner son corps à la science, elle peut aussi considérer cette question-là. Et il y a des cas, alors il me semble que l'école de chirurgie, c'est le cas, où il restitue les cendres individuellement dans une urne, en fait. Oui. Donc, la famille récupère les cendres, elles ne sont pas dispersées. Il y a une grande différence, je pense, effectivement, avec l'école de chirurgie de Paris, c'est qu'en fait, les corps sont autopsiés et restent entiers. Il n'y a que des sujets anatomiques et en fait, un des arguments effectivement de l'Université de Paris-Descartes et du CDC de ne pas restituer les cendres, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas de corps complet, puisque potentiellement, ça peut être des corps en morceaux. Enfin voilà, donc c'était un des arguments de l'université, mais de toute manière, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, le corps est fermé, définitivement fermé, il n'y a plus de don de corps à l'université Paris-Cité, c'est fini. Et ça s'est fait dans un silence assourdissant, je dirais. Effectivement, ouais. Et il est fermé de manière temporaire parce qu'il y a sans doute peut-être soit des rénovations à faire en termes de normes, soit des procédures juridiques en cours. Ou est-ce que oui, il n'y a pas il y a une procédure juridique en cours, effectivement, puisque là, le procès est ouvert. Enfin, il y a une instruction en cours par les familles qui se sont constituées partie civile. Mais l'université, donc, en fait, au moment du scandale, a arrêté effectivement le don, enfin, la réception, évidemment, de nouveaux corps. Et en fait, tous les corps présents dans le centre ont été tous systématiquement donc, envoyés à crémation donc, au Père-Lachaise. Et le centre est désormais définitivement fermé. Quand je dis définitivement fermé, c'est que les locaux associés au centre du don des corps ont même déjà été redistribués à d'autres fins. Donc, et vraiment, je le rappelle parce que bon, il y a une partie de notre travail qui évoque aussi cette question du silence et de l'omerta autour de cette question à l'université. En fait, on n'en parle pas, donc le problème n'existe pas, si je peux me permettre. Ouais. Et alors, le problème, effectivement, peut-être juste pour finir, c'est qu'effectivement, alors, les autres centres du don des corps ont très, très mal vécu, effectivement, ce scandale à Paris-Descartes, parce qu'effectivement, ça mettait en péril, en fait, la question du don des corps à la science en général, et pas que à l'Université de Paris. Et là, c'est un vrai problème. Là, c'est un vrai problème, parce que tous les médecins sont quand même d'accord, même si aujourd'hui, la question des autopsies virtuelles se multiplie, etc., mais la nécessité d'avoir un travail sur les corps et le travail d'autopsie est fondamental. Et donc, un certain nombre d'autres centres donc, essayent de mettre en avant, par crainte qu'il n'y ait plus de don du corps à la science, mettre en avant donc, des procédures en fait, qui sont, elles, respectueuses du corps et qui essayent d'être beaucoup plus transparentes. D'accord, donc ce centre est définitivement fermé et il n'est pas prévu la construction ou l'ouverture d'un autre centre en région parisienne Pour l'instant, en tout cas, et bon, il existe l'école de chirurgie de Paris, mais voilà, qui traitait en fait beaucoup moins de corps, en fait. Eh oui. Donc, je ne sais pas. Là, j'avoue, Clara, si toi, tu as d'autres informations. Non, 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 je ne sais pas. Ok. Alors, il y a une question qui est intéressante dans le chat et qui vraiment faisait l'objet aussi de plusieurs de vos propos, qui est, pensez-vous en tant qu'anthropologue, mais peut-être faudrait aussi avoir l'avis des psychologues, que la transparence entre pratique mortuaire et funéraire peut aider les endeuillés et les familles? C'est une question aussi qui peut se poser, je sais qu'elle s'est posée aussi dans des services de soins palliatifs, par exemple, où il y a eu des essais de faire participer les familles aux soins de post-mortem, etc., pour voir si c'était des choses qui pouvaient aussi faciliter, entre guillemets, les deuils ensuite. Alors, je ne sais pas si... Voilà, effectivement, je pense que c'est effectivement une des questions, parce que ça a bien montré que ça a mis en lumière et ça a donné à voir des choses qui étaient occultées et qui devaient sans doute être occultées, comme vous l'avez très bien dit. Mais du coup, est-ce qu'on peut imaginer que plus de transparence pourrait aider les familles dans leur deuil?
C'est une question intéressante. Alors, en tant qu'anthropologue, on est rarement prescriptif, hein, on donne rarement voilà, des conseils sur ce qu'on pense qui devrait être fait ou pas, mais en tout cas, il semble que dans ces dernières années, on aille un petit peu vers ces enjeux-là, en tout cas un petit peu vers le fait d'associer les familles à ce qui était auparavant considéré comme un peu la chasse gardée, en tout cas peut-être pas des médecins, mais des préparateurs médicaux autour des professions qui accompagnent en fait soit la fin de vie, soit les funérailles. Mais je pense que là-dedans, si vous voulez, si je peux prendre un peu une tangente et faire un parallèle avec notre travail sur les réanimations collectives des victimes exhumées. Donc, l'idée des exhumations, c'est justement de rendre possible le deuil parce que les victimes sont des disparus. Donc, souvent, ils ont été enlevés dans des circonstances de dictature militaire et les parents n'ont pas eu d'informations sur si leurs proches sont vivants ou morts. Et donc, on exhume les charniers pour identifier les personnes et pouvoir dire aux proches, oui, votre proche est bien mort et autoriser le processus de deuil. C'est l'idée. Maintenant, ce qu'on observe quand on travaille là-dessus, c'est qu'une exhumation, elle peut autant être considérée comme quelque chose de bienfaisant et qui allège la souffrance des familles qu'une revictimisation de ces mêmes familles. Et qu'est-ce qui compte, c'est comment on l'encadre, en fait. Et là, c'est ce qui va nous intéresser en tant qu'anthropologue, c'est tout le processus rituel. C'est pas tant, en fait, je pense, la transparence entre mortuaire et funéraire, mais comment on installe cette transparence, quelles modalités concrètes vont être mises en place. Et c'est vrai qu'il y a toute une question, en fait, d'encadrement. Là, on voit bien que l'intégrité du corps, c'est très intéressant comme question parce que pour les médecins, finalement, ils pourraient argumenter que le morcellement du corps, ici dans le cadre de cette conférence, on parle de l'utilité du corps. Donc les médecins pourraient argumenter que le morcellement, c'est la meilleure manière de rendre hommage au corps puisque tous les morceaux sont utilisés. Contrairement à l'école de chirurgie où le corps reste intact, mais finalement, il y a beaucoup de parties qui n'auront pas été utilisées pour la science. Mais en même temps, on voit bien que symboliquement, c'est extrêmement violent d'avoir un corps morcelé et qui perd son intégrité. Donc, comment est-ce qu'on travaille ces questions-là pour permettre que justement de diminuer cette violence que Valérie a très bien décrite et qui est ressentie, cette violence symbolique ressentie par les familles. C'est pour ça que la transparence, enfin, je pense que rationnellement, les familles peuvent comprendre, peuvent intérioriser, intellectualiser cette question du geste mortuaire, technique, scientifique sur le corps. Mais personnellement, affectivement, émotionnellement, c'est extrêmement violent de se projeter en fait sur le geste concret fait sur l'ouverture avec le bistouri du corps de son être cher. Et c'est pour ça que par exemple, et donc je ne suis pas certaine qu'une transparence absolue et totale, enfin ça dépend jusqu'où on va en fait de la transparence. C'est pareil, je ne serai pas là à dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il me semble par exemple que quand les familles qui étaient en recherche de vérité, parce que c'était aussi ça hein, qui ressortait après le scandale, en recherche de vérité, de savoir, voilà, elles ont voulu visiblement voir les photos, puisque l'administratrice avait pris des photos justement des corps dans le, enfin voilà, des corps qui étaient dans les frigos, quoi. C'est-à-dire des corps qui, du fait même de la thanatomorphose, de la décomposition normale entre guillemets des corps est déjà violente, mais en plus évidemment des corps qui en fait étaient entassés les uns sur les autres parce que ça manquait de place. Et donc pour les préparateurs, c'était entre guillemets pas grave parce qu'il fallait bien les mettre quelque part, ces corps. Il valait mieux qu'ils soient au frigo qu'ailleurs. Enfin bon, et des corps qui avaient pu être éventuellement rangés, c'était absolument terrible. Et je comprends effectivement, et pour en avoir parlé au moins avec une personne, qu'effectivement, il y a eu des personnes qui n'ont pas arrêté de faire des cauchemars dans les jours suivants. Donc, est-ce que véritablement voir ces photos était une manière, enfin, est-ce qu'il fallait qu'elles les voient? Moi, je ne pense pas. Après, elles ont voulu, et donc voilà, mais je pense que c'est terrible et redoutable, et que cette question, elle est
ils en ont conscience, je dirais, les donneurs aussi, quand ils disent, voilà, je ne veux pas savoir ce qui va se passer, puis de toute manière, ma famille, elle n'a pas à le savoir, c'est moi qui gère. Oui, il y a un commentaire dans le chat qui va dans ce sens-là, si je le comprends bien, qui dit qu'au niveau psychologique ou psychique, on peut interroger les tabous qui ont toujours accompagné le corps mort du proche, qui a priori est protecteur des mouvements psychiques potentiellement effractants. Donc je pense que ça va dans ce sens-là, si je comprends bien. Et on a une question effectivement que je me suis posée aussi en vous entendant. Sur quels critères est-ce qu'on a posé le fait que le buste vaut pour le corps entier? Enfin, que la partie vaut pour le tout. Pourquoi cette partie-là? Pourquoi pas la tête, par exemple? Est-ce que c'est parce que le buste est le réceptacle du cœur, notamment? Ou est-ce que c'est la plus grosse partie, peut-être? Je ne sais pas. Effectivement, c'est une question intéressante. Vas-y, Clara. Ah bah, c'est une question extrêmement intéressante qui d'ailleurs ouvre sur plus que le don du corps, hein, parce que on peut penser à tout un tas de parties du corps humain et les choix qu'on fait sur lesquels ont droit à des funérailles et lesquels n'ont pas droit à des funérailles. Hein. Si on vous impute d'un membre, il n'aura pas droit à ces funérailles particulières. Enfin, il y a vraiment des questions qu'on peut se poser. Alors, là-dessus, disons que symboliquement, je pense qu'effectivement, la tête et le buste sont les deux parties qui représentent le plus le corps humain, probablement parce qu'on ne peut pas vivre sans. Hein. Autant vous pouvez vivre sans un bras, mais pas sans votre buste. Donc, il y a probablement des choses à ce niveau-là. Mais dans le choix propre au centre du don des corps, j'imagine, mais c'est une hypothèse de ma part, qu'il y a aussi des éléments très pratiques et concrets qui sont que les têtes sont souvent conservées plus longtemps que le reste et que donc en fait on a choisi le buste et pas la tête parce que les têtes risquaient d'être conservées plus longtemps. Et Et donc je suis réutilisées plusieurs fois, hein, parce qu'elles oui, sont pardon, réutilisées plusieurs fois. Oui, oui, c'est ça. D'accord. oui. Mais c'est effectivement une question très intéressante, comme celle du morcellement qui était posée plus haut par une personne qui disait qu'ils avaient hésité à faire don du corps à la science, qu'ils avaient demandé si c'était possible d'en récupérer une partie et en s'entendant répondre non, finalement, il n'y avait pas eu de don. C'est vrai que les rites funéraires, encore une fois, ils ont une certaine plasticité et on peut faire preuve d'innovation. Et c'est vrai que, quitte à morceler, on pourrait aussi envisager que les familles récupèrent une partie, mais pas tout. Enfin, on pourrait envisager des manières différentes en fait de mener le processus funéraire. Mais c'est compliqué, je pense à la fois parce que c'est des questions compliquées à changer au niveau sociétal, très difficiles à toucher symboliquement, et aussi parce que c'est vrai qu'on est face, comme l'a souligné Valérie, à une profession médicale qui a tendance à ne pas considérer forcément ces rites comme très importants, en tout cas pour une partie d'entre eux. Forcément, il y a un espèce de désintérêt. On dit, il est mort, quoi. Ce qui ne colle pas du tout avec la perception des proches. Mais d'où effectivement, tout l'intérêt de réintégrer toutes ces questions-là dans le champ de l'éthique médicale et dans le champ des questionnements de bioéthique, précisément. Ça, vous l'avez très bien montré pour voir effectivement ce qui pourrait être mieux encadré ou différemment encadré, ou les aspects sur lesquels on pourrait innover dans les pratiques et pour changer ça. Les lois de bioéthique sont précisément là pour travailler des questions qui socialement sont peut-être des fois lentes à évoluer, ou au contraire qui évoluent très rapidement et qu'il faut encadrer par la main. Donc il y a toute sa place. Écoutez, voilà, il est 13h30. Je pense qu'à moins qu'il y ait une toute dernière question. Peut-être juste pour rebondir et clore là sur ce qu'on venait de dire, et je pense qu'effectivement la possibilité, comme disait Clara, rien n'est figé dans le marbre, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité effectivement, et je pense que les débats autour sur les lois de bioéthique risquent de revenir là-dessus, mais même des débats qui intègrent effectivement pas simplement les familles, mais les donneurs aussi sur ce qu'ils ont envie, hein, finalement.
où est-ce qu'il propose, enfin, d'écouter effectivement peut-être ceux qui vont être les acteurs aussi hein, de ce don du corps. Hein, parce que si aujourd'hui, comme on ne peut plus théoriquement donc travailler sur des corps d'indigents ou les corps vils, on va dire, de la société, il va bien falloir effectivement intégrer peut-être dans ces débats des réflexions autour de la question justement funéraire, du traitement final des corps peut-être avec les donneurs et pourquoi pas les familles. Oui, tout à fait. Vraiment, encore merci beaucoup pour voilà, pour vos travaux et toutes ces explications et vos recherches qui effectivement sont intéressantes quand on s'intéresse à la fin de vie en général, parce qu'effectivement aussi les donneurs, voilà, avant leur décès, sont intéressés pour savoir voilà, que deviennent les corps quand on fait le choix de faire un don à la science. Donc merci beaucoup. Peut-être qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, auquel cas je vous invite à contacter nos intervenantes si vous avez encore des questions, si vous voulez plus d'informations. Donc la vidéo sera… Avec plaisir, hein. On accueillera vos commentaires et vos questions avec plaisir. Le temps s'écoule. Ça marche, merci beaucoup. Et la vidéo sera en ligne sur notre site internet et notre chaîne YouTube d'ici quelques jours ou semaines en fonction du temps qu'on a pour la mettre en ligne. Mais voilà, elle sera en tout cas disponible sur notre site et notre chaîne YouTube. Donc, vous serez au courant aussi de sa mise en ligne via nos newsletters, etc. Vous en serez informés. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier encore une fois. Merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour la qualité de vos présentations on a appris beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup.